Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoForce, l'actualité crypto donc numéro 80. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine, que vous êtes chaud pour la suite des choses, parce qu'il y a pas mal effectivement de nouveautés, de choses à dire sur l'actualité crypto du moment, notamment sur la chute des prix, comme vous avez vu, et la chute littérale du Bitcoin qui a perdu effectivement une énormité, c'est-à-dire 10% sur une journée. Ah. Bon, donc là aussi, on en revient toujours à la frayeur, à la psychologie, à l'émotion. C'est que, voilà, on voit encore une fois que ça n'a pas raté. C'est que le marché a tremblé pour une chute de 10% du Bitcoin en très peu de temps, d'accord? Mais 10%, ce n'est rien du tout pour ceux qui ont l'expérience et qui connaissent, eh bien simplement les aléas des cycles haussiers et baissiers sur le marché des crypto-monnaies. Voilà, donc on va dire que les guerriers qui regardent la chaîne se reconnaîtront effectivement, c'est qu'aujourd'hui nous avons juste une correction en fait qui est saine, à mon sens, comme d'habitude sur le marché du Bitcoin. Et d'ailleurs, on l'a vu que là, les altcoins sont déjà en train de remonter au niveau des prix. Bon, donc on n'est pas à l'abri que la correction continue là dans les semaines qui viennent, pourquoi pas. Mais sachez-le, d'un point de vue macroéconomique, j'ai déjà expliqué la semaine dernière dans ma vidéo, nous sommes plutôt dans une phase de bear trap. C'est-à-dire qu'on pense tous que le bull run est terminé, que les prix vont continuer à l'infini à chuter, que le Bitcoin c'est mort, c'est fini, alors qu'en fait, au contraire, nous sommes au début de la montée des prix sur 2 ans du Bitcoin et des altcoins, évidemment, au passage. Bon, donc je vous apprends rien, les cycles passés l'ont démontré, ça a toujours été comme ça pour le marché des crypto-monnaies, donc il n'y a aucune raison que ça change, si ce n'est peut-être l'arrivée des institutionnels dans la course. Pourquoi pas, ça c'est une donnée un peu qui va changer justement la donne, on va voir ce que ça va faire, mais moi personnellement je reste convaincu que nous sommes encore en bull run. Voilà, donc aujourd'hui pour en revenir à nos moutons, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comme d'habitude les projets crypto, le Bitcoin, VeChain, XRP également, il y a des choses intéressantes à dire. Et également, on va parler des actualités crypto plus générales, également économiques, parce que là aussi, bon, avec les élections législatives en France, il y a pareil, il y a du mouvement, du remous, et ça déménage sévère sur les marchés financiers, notamment français, avec le CAC 40, on va voir ça. Et également l'or. L'or aussi est en train de faire un petit move sympa qui, bien sûr, en dit bien long sur l'économie mondiale. Bon. Allez, si vous êtes chaud, ben écoutez, je vous invite à continuer. Mais avant ça, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, que tout ce que j'ai dans cette vidéo, c'est à titre informatif uniquement parce que je n'ai pas la science infuse et surtout, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne connais pas l'avenir. Très important, vous devez faire vos propres recherches, bien évidemment. Il n'y a que vous, toujours, qui êtes maître vraiment de vos actions et surtout des connaissances que vous ingérez, que ce soit par le biais extérieur ou même par le biais intérieur. Bref. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer comme d'habitude par le rapport de Farside Investor sur les flux des ETF Bitcoin et regardez. Donc, à part le 4 juillet où les données sont manquantes forcément parce qu'il y a eu l'indépendance, vous savez, le 4 juillet aux États-Unis, donc c'est un peu ces jours fériés et il n'y a pas les données également pour Farside Investors, mais regardez dans l'ensemble, malgré la chute spectaculaire, entre guillemets, des prix du Bitcoin et plutôt des altcoins, là qui étaient plutôt spectaculaires, eh bien on a eu des flux positifs sur la semaine pour les ETF Bitcoin Spot et on totalise donc désormais un 14,7 milliards de flux positifs sur les ETF Bitcoin Spot contre 14,5 milliards pour la semaine dernière. Donc effectivement, il y a des capitaux positifs sur le marché. Bref, allez, je continue. Là, j'ai un tweet sympa de Vivek, comme vous pouvez le voir. Et c'est pour ça que c'est important de toujours dézoomer, de toujours prendre du recul par rapport à une situation donnée. Parce que regardez, quand on fait l'état un peu des cycles haussiers, baissiers passés du Bitcoin, et bien regardez, on a toujours 4 phases. On a
la phase du bear market, la phase de pré-bull, la phase de bull run et la phase du huge bull, comme il dit Vivek, alors qu'en fait c'est juste la dernière montée de prix phénoménale avant de repasser directement sur un nouveau cycle de bear market, pré-bull et ainsi de suite. Donc regardez, c'est le cas donc, de 2011 jusqu'à 2013, 2014 jusqu'à 2017, 2018, 2021 et désormais, regardez, 2022, nous étions en bear market. Nous avons connu un pré-bull en 2023, mais on va dire que c'est encore dans le sens du bear market plutôt. Donc 2 ans de bear market et 2 ans de hausse des prix, ce qui fait un total de 4 ans par cycle de montée des prix, de baisse des prix du Bitcoin. C'est pour ça qu'on parle de cycle haussier et baissier dans le marché des crypto-monnaies. Bon, et tout ça est dicté forcément par une donnée, c'est-à-dire le halving. Le halving donc, a lieu tous les 4 ans également, et regardez, à chaque halving, donc nous avons bien derrière une montée des prix. Et comme par hasard, le halving ici a eu lieu en 2012, le halving ici a eu lieu en 2016, le halving de 2020, bien il a été présent juste ici, vous voyez la courbe qui a baissé puis ensuite est remonté. Ça, c'était aussi dans l'ère Covid. Et enfin, 2024, vous le savez, le halving a eu lieu il y a quelques mois en avril. Et regardez, la suite n'a jamais fait défaut. Il a connu derrière le bull run sur la même année, mais le huge bull, comme le dit Vivek très bien, sur l'année ensuite future par rapport au halving. Donc, les amis, nous en sommes ici et on est déjà en train de paniquer, entre guillemets, sur un moins 10% sur le Bitcoin. Un peu dommage quand on voit la suite des choses qui s'annoncent, parce que ça paraît quand même, à mon sens, je le dis à mon humble avis, il n'y a aucune raison que le cycle change encore une fois en 2024 et 2025. Donc logiquement, nous devions connaître de nouveaux sommets, de nouveaux ATH pour le Bitcoin et également pour les altcoins. Bref, voilà, donc j'espère que ça vous a donné une petite idée des zooms au niveau macroéconomique et que ça permet de vous calmer un petit peu, outre les guerriers, mais en tout cas je parle plutôt pour les personnes qui se lancent actuellement peut-être sur le marché des cryptos. Effectivement, c'est vrai que ça fait pas plaisir de voir son portefeuille crypto se faire défoncer. Bon, allez, je continue. Petit article également, là on va balancer les articles aujourd'hui. Donc, journalducoin.com, crypto aux États-Unis, de nombreux États légifèrent en faveur de Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc, effectivement, ça commence. Les États-Unis, c'est-à-dire qu'au niveau, vous savez, des États, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez donc la présidence, c'est l'État fédéral qui gère donc l'ensemble des États. Et puis après, vous avez les régions qui, elles, sont scindées en plusieurs États. Et donc, comme la crypto aux États-Unis, d'un point de vue fédéral, est très floue, et qu'on voit que la SEC, notamment le gendarme boursier américain, patine et reste sur ses positions de plutôt casser l'industrie crypto plutôt que de l'accompagner, bien, certains États, désormais aux États-Unis, en ont un peu marre, perdent patience et préfèrent légiférer par eux-mêmes, dans leur région, dans leurs États, le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc, quand on dit légiférer, c'est élargir le cadre en fait législatif pour les crypto-monnaies et autoriser l'utilisation des crypto-monnaies dans divers cadres aux États-Unis. Bref, voilà donc l'adoption de masse commence effectivement de plus en plus élevée sur ce point. Allez, je passe directement au projet VeChain et notamment, vous voyez, avec un tweet de VeChain ici qui fait référence à la plateforme VBetterDAO et notamment donc à l'application Cleanify Veit que vous voyez ici qui a, ça y est, désormais fait 7000 actions au niveau journalier, qui est un record puisque je rappelle que la plateforme VBetterDAO a été lancée en mainnet donc début juillet, depuis le 1 juillet donc 2024, et on a déjà sur une seule date 7000 actions journalières sur cette date-là. Donc quand on cumule qu'il y a déjà, on sait qu'il y a 8 applications qui sont actuellement en circulation, enfin active sur la plateforme VBetterDAO, on voit que le potentiel effectivement est là pour l'ensemble de la plateforme VBetterDAO. Et surtout, ce n'est pas les seules applications, puisqu'il y a d'autres applications qui sont en train d'être lancées, comme vous le voyez ici, puisque je vous rappelle que là on a EasyA, c'est-à-dire le partenaire officiel de tout ce qui est la construction d'applications avec son partenaire avec VeChain.
qui a organisé, comme c'est écrit ici, en accord avec Boston Consulting Group et VeChain officiel, un hackathon, c'est-à-dire un marathon du hack, on peut dire ça comme ça, où des équipes de diverses nationalités, enfin les meilleures au monde, hein, ont construit des applications pour justement, dans le cas de la traçabilité, pour qu'ensuite elles soient mises en place sur la plateforme BBeter DAO. Et donc là, vous voyez, regardez, on a des scientifiques, hein, donc spécialisés dans les développements de logiciels, qui viennent donc de l'université de Cambridge, mais également des personnes qui viennent de Google. Enfin, il y a énormément de connaissances et de talents, si vous voulez, qui ont participé à ce hackathon. Et regardez des exemples de plateformes qui ont été créées, justement. Donc, vous avez par exemple, ici, vous avez la plateforme B3TR Byte, qui propose tout simplement eh bien, de sensibiliser les clients par rapport au gaspillage de la nourriture au niveau particulier privé, mais également au niveau des restaurants. Et ça va permettre tout simplement de donner donc, les trop-pleins de nourriture pour divers utilités. On va dire pourquoi pas. Voilà. Donc il y a même des indicateurs de performance qui ont été mis en place et plein d'autres choses. Et ça a été mis en place par des ingénieurs, des scientifiques, notamment de Ford. Vous voyez? Donc, c'est des talents qui viennent d'autres entreprises, notamment. Ensuite, là, on a le deuxième prix, donc notamment de 3000 $. Il faut savoir que les meilleures applications sont récompensées par la plateforme EasyA, Boston Consulting Group et VeChain. Donc, ici, la deuxième application qui a été sélectionnée a été également créée par des scientifiques donc de l'université de Cambridge, également des anciens ingénieurs de Amazon. Et donc là, le but, c'est de l'application, ça s'appelle Food Mice. Et le but, voilà, ça permet de sélectionner des restaurants dont les plats sont préparés grâce à des ingrédients qui proviennent de sources locales. Donc là, c'est une application qui est vraiment axée sur l'utilisation de la nourriture, de la production locale en fait, ce qui est totalement dans l'ordre du jour, hein, je dirais sur un plan national, même en France on peut le voir, etc. Voilà. Et ainsi de suite. Donc on voit que là, les applications qu'on a déjà vues sur la plateforme VBeter DAO, c'est loin d'être les seules. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui sont les cartons, et d'autres qui arrivent, il y en a d'autres qui sont en production. Donc toute cette plateforme-là va s'étoffer et c'est très très bon signe, hein, effectivement, pour l'utilisation de VeChain, qui, je vous rappelle, hein, la plateforme VBeter DAO, c'est une utilité parmi tant d'autres, hein, pour VeChain. Voilà, allez, je continue. Donc là, très intéressant, un tweet de CryptoBusy qui fait référence justement, qui rappelle qu'est-ce qu'est Boston Consulting Group. Donc Boston Consulting Group, c'est une des firmes internationales qui justement a publié une recherche sur tout le milieu du RWA, donc le Real World Asset, la tokenisation des actifs, on en a déjà parlé plusieurs semaines, et qui fait justement office de narratif actuellement pour ce bullrun, qui est en ligne de mire d'ailleurs par BlackRock, hein, vous avez vu, et donc c'est Boston Consulting Group qui estime que ce marché du RWA va exploser à hauteur de 16 trillions de dollars d'ici 2030 et qui est donc une opportunité de business, hein, forcément à saisir, autant pour les investisseurs que pour les institutionnels. Donc, il rappelle également que Boston Consulting Group, c'est le partenaire officiel de VeChain, puisqu'ils ont co-écrit avec VeChain le white paper du Web3 for Better. Et donc, c'est vrai que parmi les 20 000 cryptos, donc Boston Consulting Group a choisi VeChain comme partenaire officiel pour la blockchain. Donc, ça donne quand même le ton sur, effectivement, hein, la puissance de VeChain pour sortir du lot à ce niveau-là. Et donc, Boston Consulting Group, pour rappel, a d'autres partenaires, et notamment des plus grosses entreprises à l'échelle mondiale comme Adobe, Amazon Web Services, Meta, Facebook, Google Cloud, IBM, Microsoft, Intel, etc. Voilà. Donc, il rappelle qu'effectivement, pour que Boston Consulting Group fasse un partenariat aussi étroit, parce que là, c'est vraiment un partenariat étroit, hein, parce que je rappelle qu'un white paper, c'est normalement une feuille de route qui est écrite par, si vous voulez, l'entreprise, ou le gestionnaire de projet, ou
la direction de projet dans une entreprise, pour justement l'entreprise. Donc là, le fait que ce white paper était coécrit à la fois par VCN et à la fois par Boston Consulting Group, ça veut dire que la feuille de route, le projet, est mené à la fois par VCN, mais aussi Boston Consulting Group. Donc c'est vraiment, c'est comme si la plateforme BPter DAO était autant un produit de Boston Consulting Group que VCN au final. C'est ça que ça veut dire. Donc là, quand même, on parle sur un niveau, c'est pas le petit projet crypto, Memcoin, hein, effectivement, ou shitcoin, comme on dit, qui a pondu son white paper à l'arrache sur le site internet et juste office de marketing, quoi. Voilà, donc là, on est vraiment sur un autre plan bien plus solide. Ensuite, au niveau des statistiques, donc là, VeChain, nous sommes à 3 533 000 adresses connues hein, désormais, qui ont été lancées sur l'écosystème du VeChain. Pour rappel, le dernier cycle, c'est-à-dire vers le halving de 2020, regardez, nous étions donc en mai 2020, au dernier halving, à 224 000 adresses. L'adoption du VeChain a vraiment explosé hein, en 4 ans, comme on peut le voir entre les deux cycles. Donc on va voir s'il va y avoir une répercussion sur le prochain ATH du VeChain, mais personnellement je pense que oui, parce que plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de détenteurs de VeChain, plus le VET est utilisé et donc plus il y aura une pression entre l'offre et la demande, tout à fait logique. Hein. Là, je vous apprends rien. Bon, allez, je continue cette fois sur le prochain projet. On va passer notamment à Ripple et au XRP. Hop, avec un article de Cointelegraph France. Donc, Crypto, Ripple et Binance unissent leurs forces contre la SEC. Donc, effectivement, Ripple a décidé de s'appuyer sur une décision judiciaire favorable à Binance dans son procès contre la SEC pour renforcer sa défense contre le régulateur de l'industrie crypto. Donc, voilà, c'est-à-dire que Ripple s'appuie sur la décision du fait que des juges américains ont jugé effectivement que Binance n'avait pas promu ou vendu des titres qui étaient considérés comme des securities. Donc c'est plutôt des commodities, donc c'est toujours l'éternel combat de la SEC, c'est-à-dire le gendarme boursier américain qui s'amuse à considérer toutes les crypto-monnaies, excepté le Bitcoin, comme ils le disent, hein, comme des securities, c'est-à-dire des titres financiers boursiers, quoi. Et donc, ils considèrent que toutes les crypto-monnaies quasiment sont illégales puisqu'elles ne sont pas enregistrées aux États-Unis en tant que titres financiers auprès de la SEC. Bon, c'est vraiment tiré par les cheveux hein, quand on considère l'aspect technologique des crypto-monnaies. On est loin d'être uniquement sur un titre financier boursier comme l'action d'une entreprise boursière lambda. Donc, c'est pour ça que là, comme Binance a aussi gagné quelque part, hein, ou majoritairement gagné son procès au niveau judiciaire contre la SEC, eh bien Ripple s'appuie sur cette victoire de Binance pour étoffer son propre dossier. Voilà. Et donc, j'en arrive au deuxième article qui est très intéressant également dans ce point de vue géopolitique, cette fois pour Ripple et le XRP. Donc là, c'est un article de Crypto News Flash. Donc les actualités de Ripple, XRP approuvé pour les transferts globaux par Dubaï malgré la bataille juridique de la SEC au 1 juillet 2024. Donc là, ça y est, on a effectivement donc, les Émirats Arabes Unis hein, qui ont approuvé l'utilisation du XRP pour les paiements transfrontaliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que hein, c'est le comble de l'ironie, c'est-à-dire que les États-Unis ne reconnaissent pas encore Ripple le XRP, alors qu'on a les Émirats Arabes Unis qui, en fait, de facto, avec cette information-là, ont approuvé définitivement XRP et donc Ripple. Donc là, on peut se retrouver dans un cas de figure quand même assez phénoménal, c'est que si la SEC, par exemple, obtient gain de cause aux États-Unis ou embête, entre guillemets, trop Ripple et le XRP aux États-Unis, eh bien, on peut voir, et là, ce serait un coup de tonnerre hein, pour les Américains, une délocalisation de Ripple et de toutes ces filiales situées aux États-Unis vers les Émirats Arabes Unis ou alors vers un pays qui est bien plus accueillant sur le plan législatif, réglementaire que les États-Unis. Donc là, on se retrouverait vraiment dans le cas typique où c'est la réglementation américaine qui flingue au final l'innovation aux États-Unis. Vraiment cas typique. Hein. Bref, voilà. Donc
qui est intéressant là-dedans, c'est que ça y est, on voit que le XRP est en train de prendre vraiment de l'ampleur sur tout le marché des paiements transfrontaliers. Ça y est, on y est, quoi, en train de toucher vraiment le phénomène du doigt. Et aussi dans cette même article, il y a également une information très intéressante, c'est que justement la conclusion du procès entre la SEC et les États-Unis, puisque je rappelle que la SEC exige de Ripple 2 milliards de dollars au niveau d'une amende. Donc là, on parle quand même, c'est pas une petite bagatelle. Et donc apparemment, ce serait plutôt des rumeurs ou c'est pas encore sûr, mais cette amende serait reléguée à 25 millions de dollars. Bon, et ça pourrait conduire peut-être finalement à un accord entre les deux parties. Mais bien évidemment, je vous dis, c'est une rumeur, ça reste à voir. Mais c'est le bruit qui court actuellement dans les locaux des parties juridiques. Bon, à voir. Voilà. Mais en tout cas, l'information la plus intéressante et ce qui est sûr là aujourd'hui à 100%, c'est que le XRP vient d'approuver pour les transferts globaux par Dubaï. Voilà, ça c'est le plus important. Allez, je continue et cette fois, les amis, on va passer aux actualités crypto plus générales. Hein. On va voir donc avec un article de cointribune.com. Bitcoin, les traders novices paniquent et liquident 2,4 milliards de dollars. Donc, article du 5 juillet 2024. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est que voilà, on est aujourd'hui dans un bear trap. Donc, on l'a vu quand on fait un dézoom, on a quasiment 2 ans, normalement, si le cycle historique se répète, de monter des prix du Bitcoin devant nous. On est au début du guet là, on n'a même pas fait la moitié. Donc, vendre maintenant, paniquer maintenant, ça prouve effectivement que bah, déjà, il n'y a pas d'expérience des cycles passés, mais aussi qu'on se laisse bouffer par l'émotion. On l'a tous fait. Moi, personnellement, j'étais forcément au tout début, quand je ne connaissais pas j'avais pas d'expérience dans les crypto-monnaies, je me suis fait avoir comme un bleu, effectivement, et je me suis fait défoncer parce que j'ai acheté au plus haut et j'ai vendu au plus bas, comme tout le monde. Hein. Voilà, quand on ne connaît pas le marché. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une stratégie d'investissement, d'entrée, de sortie, de façon à ne pas être bouffé par l'émotion. C'est pour ça que c'est très important de savoir pour pouvoir. Donc, le credo de la chaîne, hein, c'est tout le temps comme ça. C'est si vous arrivez à connaître, avoir la connaissance, c'est ce qui va vous permettre d'assurer quelque part vos gains derrière sans être mangé par l'émotion. Voilà, et là on le voit, ça n'a pas raté, les traders novices paniquent et liquident 2,4 milliards de dollars. Et donc, alors que le marché a peut-être remonté dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, ou moins dans les années qui viennent. Bon, allez, donc là c'est mon avis personnel, je rappelle, hein, en me basant sur les cycles historiques passés. Je continue avec un autre article, cette fois de Capital, donc crypto, les stablecoins de l'entreprise Circle et de Société Générale officiellement autorisé dans le nouveau régime européen MiCA. Donc effectivement, je rappelle que la loi MiCA a été mise en application depuis le 30 juin, c'est tout récent, et à travers cette réglementation, effectivement, les entreprises qui émettent des stablecoins, donc il y a Circle, mais il y avait également Tether, eh bien, ont des obligations désormais de se mettre en conformité. Et donc Tether, entreprise numéro 1 mondiale, n'est pas encore en conformité et d'ailleurs semble ne pas vouloir forcément se mettre en conformité à l'échelle européenne. Donc les répercussions, on va très rapidement voir quelles vont être pour l'entreprise Tether et surtout pour le USDT, que j'imagine que on a tous eu du USDT à un moment ou un autre dans notre portefeuille crypto. Par contre, l'entreprise Circle, ça c'est la bonne nouvelle pour nous, c'est que le USDC a été donc approuvé sur l'échelle européenne. Donc on pourra utiliser au pire le stablecoin USDC pour convertir nos gains, on l'espère, hein, je vous le souhaite, nos gains crypto du bullrun en stablecoin derrière. Bon. Autre nouvelle intéressante, il y a également donc dans le même cadre de l'entreprise Circle, le UURC, c'est-à-dire le stablecoin adossé à l'euro qui est validé, approuvé et qui est sorti du coup. Et il y a également très intéressant, donc je rappelle le stablecoin qui a été créé par la Société Générale. Donc ça y est, on voit que les banques s'y mettent.
pour le meilleur ou pour le pire, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui, mais en tout cas, les institutionnels, comme la Société Générale, sont en train de lancer leur propre stablecoin et la Société Générale, son stablecoin, c'est le EURC. CV, je crois. Hein. C'est le bref. C'est aussi un stablecoin adossé à l'euro. Donc là, aujourd'hui, on va avoir deux stablecoins validés, en tout cas sur un aspect légal approuvé en Europe. Bon, je continue. Allez, avec un autre article de cointribune.com. Donc, crypto, l'UE impose des règles strictes aux bourses. Donc là, effectivement, je vous ai parlé de la loi MiCA, donc qui est sortie, ça y est, elle est approuvée, elle est lancée, etc. Et on va avoir une autre loi crypto qui va sortir donc, à partir du 30 décembre 2024, donc qui sera valable en 2025. C'est la loi Travel Rules qui sera contre le blanchiment d'argent. Et là, toutes les sociétés d'exchange crypto qui veulent opérer donc, dans l'Union européenne vont avoir des obligations de déclarer et de donner des informations sur toutes les transactions, même au centime près, en crypto aux autorités européennes. Donc là, c'est fini, en gros, l'anonymat hein, sur les plateformes exchange crypto. À partir du moment où vous faites le KYC, vous êtes sûr que les gouvernements européens sont au courant de toutes vos transactions, hein, même si c'est 1 euro ou 2, et de tous vos wallets, même s'ils seront des wallets décentralisés hors exchange, parce que je rappelle que pour transférer vos cryptos d'une exchange vers votre portefeuille, votre app qu'on appelle cold wallet décentralisé, eh bien, il faudra fournir l'adresse de ce portefeuille. Donc, dans tous les cas, les gouvernements sauront que vous avez aussi des portefeuilles décentralisés, quoi. Voilà, donc c'est fini l'anonymat, ça c'est sûr. Et sera valable donc à partir du 30 décembre 2024, tout ça rentre en vigueur. Voilà. Bon, pour le meilleur et pour le pire, toujours. Ensuite, un autre article, cette fois de journalducoin.com, donc bilan de l'adoption des cryptos dans le monde en 2024, donc le rapport AAA. Très intéressant. Première chose, on est désormais donc 500 et des 550 millions et des brouettes hein, vers là de détenteurs de crypto à l'échelle mondiale. C'est quand même pas mal, hein, quand on voit en 15 ans, depuis 2009, eh bien ça y est, on a un demi-milliard de personnes qui ont adopté des crypto-monnaies. Et donc les trois pays qui ont le plus adopté les crypto-monnaies en termes de possession par les citoyens, c'est les Émirats Arabes Unis, avec 25% des citoyens qui possèdent des crypto-monnaies. Ensuite, vous avez Singapour avec 24,4% et enfin la Turquie autour des 19%. Les États-Unis sont loin derrière avec 15% et nous, la France, encore plus loin avec 12%, mais quand même, hein, ça représente une échelle grandissante au fur et à mesure du temps en termes de possession de crypto-monnaies par les citoyens. Donc on voit là aussi que ce qui est étonnant, c'est que c'est tous les pays émergents qui sont dans des situations économiques quand même, à part les Émirats Arabes Unis ou même Singapour, mais c'est plutôt des pays asiatiques émergents en globalité qui voient leurs citoyens adopter en masse les crypto-monnaies. Et donc là, on voit qu'il y a un phénomène, c'est quoi? C'est quelque part aussi l'aspect d'instabilité économique dans ces pays-là, notamment par exemple la Turquie, où les citoyens, eh bien, pour lutter contre l'inflation, préfèrent investir dans les crypto-monnaies plutôt que de croire en fait dans la monnaie principale émise par leur gouvernement. Donc quelque part, les citoyens sont en train de mettre en place, de se jeter dans des outils décentralisés encore hein, aujourd'hui, encore pour l'instant décentralisés, pour justement éviter de se faire défoncer par le système économique mis en place par leur gouvernement. Autrement dit, on voit que à travers ces chiffres-là, les citoyens à l'échelle mondiale font de moins en moins confiance à la gestion économique de leur gouvernement et de leur banque centrale. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est en train de se passer. Et ça, c'est quelque chose qui est croissant, parce que sur un an, on a une évolution de 33% d'adoption de masse sur les crypto-monnaies à l'échelle mondiale. Et ce chiffre, eh bien, va grossir au fur et à mesure du temps, surtout si on voit encore un bull run là dans les 2 ans qui viennent, et un nouvel ATH sur le Bitcoin, les crypto-monnaies. Et encore plus quand on voit l'instabilité géopolitique économique actuelle. Donc,
autrement dit, hein, la blockchain, les crypto-monnaies, c'est l'avenir. Voilà, il n'y a même pas à chercher à comprendre. C'est ce cas-là. Bref. Allez, je continue. Donc, je vais vous montrer un autre article pour la route. Donc, dernier article sur l'actualité crypto du jour. Donc, un article de cryptost.fr. La ville française de Talence fait un pas vers l'avenir en acceptant les paiements en crypto-monnaie. Ben, enfin une bonne nouvelle pour la France. Enfin, peut-être une bonne décision surtout. C'est que ça y est, on est en train d'expérimenter. Donc, Talence, je rappelle, c'est une ville qui est proche de Bordeaux. Donc, 44 000 habitants. Et surtout, donc, c'est des magasins de centre-ville, hein, vêtements, restaurants, etc. Et donc, la ville française de Talence est en train de mettre en place pour tous ces magasins dans le centre-ville, même en périphérie, justement les paiements en crypto-monnaie. Super. Donc, on va arriver peut-être à un système à l'avenir où ce serait bien hein, que tous les magasins à l'échelle nationale acceptent les crypto-monnaies, même si je rappelle qu'aujourd'hui, peu importe, en fait, c'est juste symbolique parce que avec les cartes Mastercard, Visa, mises en place par les plateformes exchange comme Bitpanda, Binance, etc., vous pouvez déjà payer en crypto-monnaie avec des cartes bancaires crypto sans même que les commerçants sachent que vous avez payé en crypto. Donc, j'ai envie de vous dire, donc là, ce qui serait bien, c'est plutôt sur un point de vue imposition, que les villes fassent des efforts et mettent en place des choses où il n'y a pas d'imposition, où il n'y a pas de taxe sur les paiements en crypto. Là, ce sera vraiment une information utile, sensationnelle. Mais quand même, ça fait du bien de voir ce genre de nouvelles. On voit que la France, bon, on n'est pas trop débile quand même sur tous les plans, quoi. C'est triste à dire, mais on en est là, quoi. Allez, je continue avec l'actualité économique cette fois. Hop, donc de la tribune.fr. Donc la Banque Centrale Européenne s'inquiète pour la France. Il y a de quoi, pas vous le cacher, parce qu'en cas de crise financière, un plan de sauvetage par l'institution de Francfort n'est pas garanti. Donc ça date du 7 juillet 2024. Effectivement, donc ça date d'aujourd'hui. Pourquoi ils s'inquiètent? Bon, bah, on va pas y aller par quatre chemins. C'est la dette française et surtout c'est l'état actuel du pays au niveau de la dissolution de l'Assemblée nationale. Bon, mais surtout, pourquoi ils ne peuvent pas vraiment garantir un sauvetage de la France? Parce que simplement, nous avons 3000 milliards d'euros de dette et donc c'est très loin des 100 milliards d'euros de dette qu'avait la Grèce quand on l'a sauvée en 2014, 2013-2014. Donc là, on ne joue pas dans la même cour. Et c'est vrai que sauver 3000 milliards, c'est pas sauver 100 milliards. C'est pas la même chose que sauver 100 milliards. Donc, si la Banque Centrale Européenne devait faire quelque chose pour sauver 3000 milliards d'euros et donc la France, en gros, ce serait l'Europe, l'Union Européenne qui coulerait dans son ensemble. Que si l'Allemagne, si l'Espagne devait prendre en charge une partie de la dette française, ça entraînerait forcément une banqueroute généralisée de l'Europe. Et donc, une chute majeure de l'euro et tout le tralala qui va avec, je ne vous cache pas le délire. Donc, par contre, là où c'est étonnant, c'est qu'en parallèle, on a les chiffres de l'INSEE qui sont sortis pour juin 2024 et donc on a une inflation qui est quasiment revenue à la normale en France avec une inflation à 2,1% sur un an. Je rappelle que l'objectif des banques centrales, de la Banque Centrale Européenne et de la Banque de France, c'est un objectif à 2% d'inflation sur un an pour toutes les zones géographiques. Alors, c'est toutes les banques centrales à l'échelle mondiale, hein, je rappelle, ont un objectif de 2% d'inflation par an. Mais 2%, c'est quand même pas rien sur les montées des prix, quoi. Voilà, donc là, on comprend déjà qu'on se fait enfler, hein, parce que 2%, même d'objectifs qui, qui jugent cela comme positif, c'est quand même assez phénoménal. Bon, j'ai pas rentré dans les détails, j'avais déjà expliqué, j'ai fait une vidéo exprès pour expliquer pourquoi les banques centrales veulent absolument 2% d'inflation par an, enfin bref. Je vous invite à vous renseigner par vous-même ou à voir mes vidéos où j'explique justement ce cas-là. Allez, je continue et c'est là où on a un contraste. C'est là où je trouve que c'est pas logique. Personnellement, on a des chiffres, donc de l'inflation qui sont rentrés dans l'ordre et derrière on a des nouvelles qui font penser en fait que nous sommes potentiellement en récession, voire que l'inflation en fait n'est pas du tout maîtrisée. Et donc là, on a un article de Les Échos, l'industrie allemande ne parvient pas à redémarrer. Alors là, c'est vrai que c'est pas la France, c'est l'Europe, mais la production industrielle a chuté de 2,5% en mai,
tandis que les carnets de commandes s'amenuisent petit à petit. Donc on voit que la production industrielle en fait, de l'Europe globalement, et là je parle même pas de la France, sont en chute libre. Et donc ça rappelle énormément ça des conséquences liées à une récession. Or, on nous dit, on nous rabâche depuis des mois que nous avons échappé à la récession en Europe, notamment en France. Donc, je suis en train de me dire, il y a des choses quand même qui collent pas. Et encore plus quand je vois cet article, les échos, pourquoi la facture de gaz des Français va augmenter de 12% en juillet. Donc la réponse, c'est simplement parce que les distributeurs de gaz font monter leurs prix, ouais, et augmentent leurs taxes sur la distribution en fait des prix du gaz. Donc c'est même pas le prix réel du gaz qui est en cause, hein. C'est juste les distributeurs qui veulent augmenter leurs tarifs. Et pire que ça, c'est-à-dire que là on va avoir donc une augmentation de facture de gaz, alors que les prix en gros du gaz sont à la baisse. Et même atteignent des records de baisse par rapport à il y a 2 ans quand on avait le pic de 2022 là, avec la guerre Russie-Ukraine. Donc là vraiment on se fout de nous, hein, c'est sûr. Et donc le pire dans tout ça, c'est que justement les entreprises, ben, ça va être celles qui vont être les plus perdantes dans l'affaire, dans le sens où c'est l'énergie justement qui est en phase, à la base de tout ce qui est derrière les répercussions sur l'inflation. Donc quand on augmente les prix de l'énergie, on a forcément des répercussions derrière sur le reste des produits. Donc là, ils sont en train déjà mathématiquement de prévoir une nouvelle vague d'inflation sur 2024-2025 à cause de l'augmentation des prix de l'énergie. Donc tout ça fait que c'est pas logique que nous soyons à une inflation déjà aujourd'hui à 2,1%. Alors là, ils vont augmenter direct maintenant, mais il y a déjà eu une augmentation en début d'année. Enfin bref, ça colle pas. Après, c'est mon avis, hein, je vous dis, puis je me trompe et tout. Mais il y a quand même des choses qui sont justement en totale opposition, quoi, de facto. Bon, allez, maintenant je vais passer au CAC 40. On va voir justement, parce que la semaine dernière, je vous avais annoncé, enfin, j'avais montré la courbe du CAC 40 qui est en chute libre. Et le lendemain, en fait, la ouverture, donc le lundi, eh bien, le CAC 40 est reparti à la hausse. Enfin, ça, c'était la bonne nouvelle. Mais on voit quand même que sur un mois, nous restons malgré tout, malgré cette relance du CAC 40, là, ce rebond de lundi dernier, eh bien, nous sommes quand même à moins 4% sur un mois depuis la dissolution de l'Assemblée nationale par Macron. Et là, on voit que ça repart à la baisse un petit peu. On va voir demain, que si je vous dis ça, peut-être que demain matin, ça va exploser à la hausse avec les résultats ce soir des législatives. Je pense que ça va dépendre vraiment de ça et surtout de comment les marchés ou comment, s'il n'y a pas d'émeutes, tout ça en France, quoi. Ça va dépendre de ça peut-être. Bref. Mais le CAC 40, on voit quand même à dérouiller hein, sur un mois de 4%. Donc c'est pas, on n'est pas sorti de l'auberge. Clairement, on n'est pas sorti de l'auberge à ce niveau-là. Ensuite, dernier point pour la route. Donc là, c'est un tweet de Or et Vintage où justement le cours de l'or repasse la barre des 70 000 euros le kilogramme 24 carats. Donc l'or se rapproche rapidement de son précédent record historique juste avant un second tour des élections législatives en France. Donc on voit que là, alors c'est pas, on n'a pas la prétention de dire que c'est la France là qui fait remonter le cours de l'or hein, à l'échelle mondiale, mais je pense que déjà sur une échelle européenne, tous les yeux sont braqués sur la France et on peut avoir peut-être effectivement un léger impact sur le cours de l'or actuellement, mais surtout à l'échelle mondiale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une instabilité de plus en plus forte, non plus visible, que les banques centrales et les investisseurs particuliers comme institutionnels se réfugient de plus en plus dans l'or et font exploser la demande par rapport à l'offre, qui fait monter les prix mathématiquement. Voilà dans le monde dans lequel on vit actuellement. Donc je trouve ça intéressant parce qu'on voit que au fur et à mesure du temps, comme la situation est en train vraiment de partir en vrille un peu partout, on voit que l'or justement lui confirme son rôle de bouclier entre guillemets contre l'inflation à un moment où les monnaies fiat comme l'euro ou le dollar sont en train de chuter. Bon, donc pour récapitulatif, effectivement, donc eh bien l'or, l'argent, donc je pense que il n'y a rien à dire là-dessus, hein, vous avez compris, c'est monnaie refuge par excellence. Après, il y a le Bitcoin, les crypto-monnaies où là, c'est plus risqué
mais on est en cycle de bull run, donc pourquoi pas investir pour profiter justement et faire des gains sur les 2 ans qui viennent, avec bien sûr une stratégie d'entrée-sortie que vous devez absolument mettre en place, sinon vous allez vous faire défoncer, comme personnellement je me suis fait défoncer au dernier bull run. Donc vous voyez, c'est l'expérience vraiment qui fait la donne, hein. Et surtout ne pas se faire laisser prendre par l'émotion, c'est le plus important. Et ensuite, eh bien, vous avez tout ce qui est immobilier. Alors l'immobilier est encore en train de dérouiller, hein, tant que les taux directeurs restent hauts. C'est peut-être pas une bonne idée de se mettre sur les sur les secteurs immobiliers, sauf si vous avez du cash et que vous pouvez acheter une maison vraiment cash. Sinon, avec les crédits qui restent quand même assez élevés, même s'ils ont baissé là, je crois 3%, c'est quand même assez élevé, hein, par rapport au 1% qu'on a connu il y a quelques années. Bref. Et les actions boursières, alors là, faites très attention pour les actions boursières, parce que vous voyez, hein, le CAC 40 lui a dérouillé sur une simple dissolution de l'Assemblée nationale, et outre-Manche, avec le S&P 500, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation, en cas par exemple de guerre à Taïwan, parce qu'on sait que Nvidia est vraiment l'entreprise qui est en train de porter l'ensemble du marché du S&P 500 aux États-Unis. Donc il suffit que Nvidia dérouille pour que ce soit la descente aux enfers de l'ensemble du marché boursier américain. Faites très attention à ça aussi. Voilà, bon, bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, à mettre des commentaires, à vous abonner également, pour qu'on soit toujours plus nombreux sur la chaîne, fasse une bonne petite communauté, là, c'est sympa. D'ailleurs, au passage, je remercie, hein, toutes les personnes qui mettent des likes, des commentaires, c'est vraiment plaisir, et puis ça pousse à continuer toujours plus loin dans la crypto, l'économie, etc. Voilà, bon, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, prenez soin de vous, la bise, ciao, à bientôt.